Lequel d'entre vous ici peut jurer que notre roi est bien mort de mort naturelle? Lequel d'entre nous êtes-vous en train d'accuser de régicide, Lord des Essaims? Qu'il s'agisse de... L'épisode 9 de la saison 1. C'était beau. C'était beau franchement, mais qu'est-ce que va être l'épisode 10? Vraiment, je m'attends à quelque chose d'incroyable. Mais bref, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On commence tout de suite l'épisode après la mort de Viserys. Alicent l'apprend par sa servante et elle se met à pleurer. On sent qu'elle est vraiment triste, hein. Moi, j'ai toujours eu du mal à croire que Alicent était vraiment affectée par la mort de Viserys. Mais bon, apparemment, elle l'est vraiment, elle était vraiment attachée à lui. En tout cas, cette scène nous le prouve. Ensuite, il y a une scène au conseil restreint où, bon, clairement, on va annoncer la couleur. Il y a Otto qui va dire le roi est mort. Et le roi a dit dans son dernier souffle que c'était Aegon qui devait régner. Alicent, elle est, comme on avait vu dans le teaser, elle y croit profondément. Voilà, c'est une certitude pour elle. Viserys voulait Aegon, et du coup, il faut respecter ça. Et en fait, on pourrait se dire que Alicent, elle aurait peut-être rien fait si elle n'avait pas entendu cette phrase. Mais on va comprendre après que Otto et les autres membres du conseil, en tout cas certains, ils avaient prévu un plan pour mettre Aegon sur le trône et qu'il n'y aurait pas eu cette phrase-là, ils l'auraient fait quand même. Et ils avaient même pas mis au courant Alicent. Alicent, elle apprend pendant le conseil. Donc elle est un peu énervée. Et heureusement, tu as le grand argentier, Lord Lyman, qui se rebelle un peu contre ça. Il dit que voilà, c'est une trahison, que c'est lui qui a le plus connu Viserys. Bon, ok, il a le plus connu parce que ça fait peut-être plus longtemps que les autres qu'il est là. Mais Otto, il est là depuis un moment aussi, puis il le connaît sûrement moins bien que sa femme. Mais bref, tout ça, c'est pas grave. Lord Lyman, voilà, ça fait plaisir de voir un gars comme ça, parce que là, je vous tiens à vous le dire, on a la réunion des gros bâtards. C'est en mode, comment on va faire pour trahir, comment on va faire pour tuer Rhaenyra. Donc Alicent, elle est un peu le cul entre deux chaises, elle veut pas tuer son ancienne meilleure amie, puis je pense que le repas a eu un vrai impact sur leur relation, tout ça. Ça va dégénérer. Cole, je pense que, waouh, il est détestable ce mec, j'ai envie de le tuer quand je le vois, je le déteste. Il est là, il éclate la tête du grand argentier sur la table. Du coup, il y a Westrelin qui lui dit « Ouais, frérot, t'as déconné. » Cole, il s'en fout. Il s'en balèque, Cole. Il se rebelle contre l'autorité. Le mec, il a 1 milliard de principes, je sais pas quoi, il nous fait chier avec tout ça. Et là, il se rebelle contre son supérieur, sous prétexte que « Non, mais il a manqué de respect à la reine. » Même Alicent, elle lui dit « Personne m'a manqué de respect, range ton épée, frérot. » Otto, il est en mode « Faut aller tuer Rhaenyra. » Il dit à Westrelin aller tuer Rhaenyra, et tu sens que le Lord Commandant, il est pas chaud. En plus, il s'est occupé de Rhaenyra depuis qu'elle est toute jeune. Je pense qu'il a peut-être un affect avec Rhaenyra, et il se dit, je vais pas aller la tuer. Moi, j'obéis qu'au roi. Voilà ma cape. Salut, bye, les gars. Ça fait plaisir quand même. Un petit gars qui a des valeurs et des principes. Surtout que, bon, juste avant, t'as Lyman qui est tué. Et là, tu te dis, ok, on va vraiment être avec les enculés. Et les enculés vont se mettre tout de suite en route. Et ça va être chaud pour la suite de l'épisode. À mon souhait, Aemond. S'il lui était arrivé quelque chose. Il a besoin de moi, mère. Eric n'est pas le seul à connaître les habitudes d'Aegon. Et la suite de l'épisode, ça va être la recherche d'Aegon pendant une bonne partie de l'épisode. Et il va y avoir une petite scission, sans trop de répercussions, en tout cas pour l'instant, entre Alicent et Otto. Parce que chacun va choisir un peu une équipe pour aller chercher Aegon qui a disparu. Aegon, on ne sait pas où il est. Peut-être que ouais, il a disparu parce qu'il n'est pas rentré de sa fête de hier soir. Peut-être qu'il s'est fait kidnapper, peut-être qu'il fuit. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Et en tout cas, Alicent, elle envoie Cole le chercher. Et il y a Aemond qui va absolument aller avec Cole. Et Otto, lui, il envoie ses petits hommes de main, Eric et Arik, 2 frères jumeaux. Et la particularité, c'est que physiquement, on peut pas les différencier. En tout cas, dans le livre, c'était comme ça. Donc, ils partent à la recherche. À la base, Cole, il devait y aller tout seul. Mais Aemond, il dit, je connais bien mon frère, je sais où il peut se cacher. Et les frères jumeaux, pareil. Et pendant ce temps, lui, Otto, il perd pas de temps. Il ramène les seigneurs dans la salle du trône et il leur fait ployer le genou. Ceux qui veulent pas ployer le genou, les gardes, il les emmène quelque part et ça a pas l'air ouf pour eux. Donc voilà, lui, Otto, il perd pas le nord. Ils sont partis chercher le petit-fils et il dit au seigneur, agenouillez-vous devant le roi. Bon, il est pas encore là, mais c'est comme si. Donc vraiment, Otto, ça mène le plan très bien. Et pendant la recherche, du coup, il y a les 2 groupes, Aemond et Cole, et les frères jumeaux Eric et Arik. Et à chaque fois, il y a un des 2 membres de l'équipe qui commence à dire « C'est pas ouf Aegon comme roi, on devrait peut-être faire en sorte que le dégager ». Et ce qui m'étonne, c'est que Aemond, lui, serait assez intéressé par le trône. Et dans la façon dont il l'avait développé
Dans la série, je pensais pas qu'on irait vers ça. Je pensais que vraiment lui, il avait soif d'aventure, etc. Un peu à la Daemon, et qu'il serait pas réellement intéressé par le trône. Mais là, il a bien envie de remplacer son frère. Mais tu sens qu'il va pas forcément trop s'opposer non plus. En tout cas, c'est l'équipe des jumeaux qui a un petit coup d'avance puisqu'il tombe sur, je sais pas, une meuf qui travaille pour Lady Misère. Elle va dévoiler à Otto contre un peu d'argent où elle a caché son petit-fils. Et j'ai bien aimé la conversation Lady Misère contre Otto. C'est vraiment Otto, le mec du pouvoir, un haut dirigeant, face à quelqu'un du peuple. Lady Misère, c'est une sorte de leader du peuple. Et elle dit à un moment une phrase du genre « Vous avez le pouvoir parce que le peuple consent à vous le laisser ». J'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, ça n'a pas une importance directe pour l'instant dans le récit, mais j'ai bien aimé que ça développe le personnage de Lady Misère et de comprendre pourquoi elle est ce qu'elle est et qu'il y a une vraie envie quand même de protéger le peuple. Et il y a toute une philosophie derrière que j'ai bien aimé, mais c'est pas l'important du tout pour l'instant. Du coup, les jumeaux, ils arrivent à trouver Aegon. Donc là, Aegon, il supplie, je veux pas être roi, je suis pas fait pour ça, je veux ma mère. Non, vraiment, zéro pointé. Lui, c'est un Joffrey bis incroyable. Et finalement, Cole et Aemond arrivent et c'est eux qui récupèrent Aegon. Parce qu'il y a un des jumeaux, il était vraiment pas pour Aegon. Et je pense que là, il va partir rejoindre Rhaenyra. Mais on va voir plus tard qu'il va rendre des services à Rhaenys. De toute autre âme vivante, comprenez ce que je veux vous dire. Princesse Rhaenys, j'aimais mon époux, mais je vais vous dire la vérité que nous connaissons toutes les deux. Vous auriez dû être reine. Et Rhaenys, justement, on va la retrouver, parce qu'elle est toujours enfermée dans sa chambre. Bah oui, Otto a dû décider de l'enfermer, parce qu'il sait très bien que Rhaenys est plutôt du côté de Rhaenyra. De par les mariages de ses enfants, elle est plus liée à Daemon et Rhaenyra, même si c'est des mariages un peu compliqués qui n'ont pas forcément porté leurs fruits. Bref, en tout cas, ces petites filles sont les filles de Daemon. Donc, elle est enfermée dans sa chambre. Et tu as un moment Alicent qui va lui parler. Et Alicent versus Rhaenys, c'est vraiment deux rôles de femmes différents. Là, tu comprends tout de suite qu'Alicent, elle se bat pour faire appliquer les règles, même si les règles ne vont pas dans le sens des femmes. Alors que Rhaenys, elle se bat pas forcément pour que les femmes prennent le pouvoir. Elle-même, elle a dit à Rhaenyra, laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Mais Rhaenys, elle est hors des sentiers battus. Alors que Alicent, elle se bat vraiment pour les projets de son père, comme presque un petit pion en fait. Alors que Rhaenys, c'est vraiment l'électron libre. Et bon bref, dans cette conversation, ça fait pas beaucoup avancer les choses, juste Alicent a dit à Rhaenys, rejoignez mon côté, et Rhaenys ne le fera pas tout simplement. Mais ce qui est important dans cette conversation, c'est qu'ensuite tu vois Alicent qui va discuter avec son père, et je sais pas si c'est les mots de Rhaenys qui résonnent en elle, mais en tout cas elle s'affirme auprès de son père comme elle s'est jamais affirmée en lui disant « C'est bon, vous m'avez utilisé comme un pion ». Elle sort un peu de ce rôle-là. Et j'ai l'impression que quelque part ça plaît à Otto. Alors bien sûr il dit oui, tu me rappelles ta mère, quoi, donc forcément il y a ce petit côté affectif, mais je pense qu'il est content de voir qu'elle réfléchit, comme quand il était content de voir que Alicent s'était énervée contre Rhaenyra. Dans le fond ça lui fait plaisir, même si ça peut lui poser problème. Et surtout, en fait, dans cette scène, on apprend clairement que Alicent a récupéré Aegon avant son père et que ça va lui permettre de mettre en place la suite des plans. Donc elle a dit, c'est moi qui ai Aegon, c'est moi qui choisis, c'est moi qui mets la suite des choses en place, et donc Rhaenyra sera épargnée. On va trouver quelque chose à lui proposer pour qu'elle perde pas la face et pour qu'elle accepte et qu'il n'y ait pas de guerre. Ce qui, ma foi, est assez intelligent. Sur le papier, mais ça le sera peut-être pas en pratique. Et c'est là où on comprend en fait pourquoi il y a eu cette petite guéguerre qui a duré pas si longtemps que ça, qui est anecdotique au final, entre Otto et Alicent pour récupérer Aegon en premier. Donc sous prétexte que Alicent a récupéré Aegon en premier, elle peut choisir comment va se passer la prise de pouvoir de Aegon comparée à Rhaenyra. Pour moi ça me convainc moyennement, mais bon, c'est pas très grave dans l'épisode. Et ensuite, il y a une scène, mais alors là, cette scène, elle me dégoûte. Alicent parle avec Lord Larys. Donc du coup, il lui dit quand même, bon, faites gaffe, il y a des espions par ici, va falloir faire ci et ça pour que ça s'arrête. Ok, c'est cool. Et en fait, Alicent, de plus en plus, elle dénude ses pieds. Et Lord Larys, on lui dirait, il y a un petit chantage. Si tu me montes pas tes pieds, je te révèle pas des infos. Et la fin des fins, Lord Larys... Je sais pas comment vous dire ça poliment. De toute façon, vous avez vu l'épisode, vous savez. Il se fait un petit plaisir solitaire devant les pieds de la reine. On est où? Franchement, ils sont allés fort. Dans Game of Thrones, il y avait des trucs. Mais là c'est une déviance. Waouh.
je sais, il y a plein de fétichistes des pieds, il y a des gens, ils vendent des photos de leurs pieds et tout. Bien joué dans Game of Thrones, bon là, House of the Dragon, de faire ça. J'étais là en mode, waouh, je me sens mal face à cette scène. Et en plus, Lord Larys, il a vraiment une petite tête de pervers. Bon bref, c'est pas super important dans l'épisode. Quand même, ça nous permet de comprendre la relation très malsaine qu'il y a entre Larys et la reine. C'est vraiment très bizarre. Et que bon voilà, Lady Misère, elle va perdre quelques espions à son actif. Puisque quand même, je suis là, je parle de pied. Mais ce qui est quand même important dans la scène, c'est que voilà, Lord Larys révèle à Alicent que sa dame de service, là, c'est une poucave. Donc, on va sûrement lui couper la tête. Elle va se retrouver entre les mains de Larys. Et ça, je le souhaite à personne. Lord Larys, un petit pervers. Vraiment, lui, le jour où il va mourir, hein, s'il meurt dans la série, je vais être vraiment très content. Je l'apprécie pas du tout. Que Rhaenyra doit être passée par les armes, tu dois rejeter ce conseil. Nous ne devons pas gouverner avec cruauté et froideur. Malgré tous ses défauts, elle est ta sœur. La fille... Aegon est enfin retrouvé. On va donc l'amener pour se faire couronner. Du coup, il y a une petite scène dans la carriole, là, en direction du couronnement. Et Alicent, on dirait qu'elle lui fait un petit conseil express en mode « Bon, écoute, il faut pas que tu règnes avec cruauté. Épargne Rhaenyra, même si elle a des défauts, c'est ta sœur. » T'es là, oui, là, c'est vraiment les conseils en mode express de dernière minute. Et moi, ce qui me fait rire quand même, c'est la réaction d'Aegon qui dit « Mais mon père, il voulait pas que je sois roi, il m'aimait pas et tout. » Et ça me fait penser d'ailleurs que c'est peut-être pour ça qu'on voyait pas vraiment d'interaction entre Viserys et ses derniers enfants en fait. Et il est logique peut-être qu'au vu de ce qu'on a vu, que Aegon pense que son père ne l'aime pas. Ce qui est assez étonnant quand même pour Viserys. Je pense pas qu'il n'aimait pas ses enfants, même si voilà, je sais que forcément Rhaenyra, elle était particulière pour lui parce que elle venait d'un mariage où il y avait peut-être plus d'amour de la part de Viserys. En tout cas, voilà, Aegon, lui, il est pas spécialement chaud pour régner. Et même si sa mère lui dit oui, mais dans son dernier souffle, ton père a parlé de toi pour être le roi, lui, il est moyennement convaincu. Il dit il avait 20 piges pour le faire, il l'a pas fait. C'est du bullshit. Et tu te rends compte qu'en fait, mais si Rhaenyra avait été reine, comme le voulait Viserys, Aegon, déjà, il aurait rien fait. Et Aemond, peut-être qu'il aurait été un peu contre, mais il n'y aurait pas eu spécialement de rébellion. Donc tout le délire d'Otto, là, oui, non, le royaume va se diviser. Mais cousin, c'est toi tu divises le royaume là en fait. Tu fais n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Il me semblait quand même que les enfants, Aemond et Aegon, auraient pu vraiment avoir de la rancœur envers Rhaenyra et poser un véritable problème. Mais tu sens qu'en fait, c'est pas eux qui seraient tellement opposés à ça. En tout cas, dans la série, comme ça nous est présenté, c'est surtout Alicent et Otto qui posent problème. C'est ce que j'ai ressenti dans cette scène. En tout cas, bon, Aegon se laisse plus ou moins convaincre qu'il faut qu'il soit roi. Alicent lui montre la dague de son père. Ça fait un petit tilt. Ok, j'ai envie d'être roi. Mais c'est pas ça qui va vraiment le convaincre. C'est vraiment pendant la scène de couronnement où tu sens qu'il accepte totalement son rôle. Quand il reçoit la couronne, l'épée, il lève l'épée. Et la foule l'acclame. Ils ont l'air super contents. Ok, Aegon est roi, super. Qu'est-ce que tu veux qu'ils en sachent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils en disent de toute façon? Tu vois, dans la carriole, justement, avec sa mère, il dit « Mais est-ce que vous m'aimez ?» Et là, en fait, il voit la foule qui l'acclame et il se sent aimé par la foule. Et c'est ça qui doit déclencher en lui le sentiment de « Ok, faut que je sois roi. » Mais vraiment, quand il prend son épée et qu'il la soulève face à la foule, je trouve qu'il fait tellement pitié, le mec. Franchement, il fait pitié, ça a l'air de devenir le petit roi autoritaire à 2 balles là. Franchement, en plus avec sa tenue, et on se dit, lui, il va cramer le royaume. Même s'il n'y avait pas l'histoire avec Rhaenyra, tu sens que c'est un roi chaotique. Vraiment à la Geoffrey Baratheon, vraiment, ça va pas du tout. Tu vois quand même que Aemond, il le regarde un peu, je sais pas, hein, avec un peu de désir, un peu mal. De toute façon, comme il dit plus tôt dans l'épisode, c'est lui qui devrait être roi. Et clairement, c'est lui qui devrait être roi. Aegon, voilà, il est ridicule. Quand même, une chose importante dont j'ai pas parlé, c'est que Rhaenys a été libéré par un des jumeaux. Bon, ils se sont perdus dans la foule parce que petit mouvement de foule, tout ça, facilité scénaristique, tu connais. Elle se retrouve là à regarder le couronnement d'Aegon. Elle arrive à s'échapper tranquillement, elle passe par un petit couloir et elle arrive directement à son dragon, parce que bien sûr son dragon était retenu prisonnier. Mais bon, il n'y a pas trop de garde hein, pour empêcher n'importe qui de la foule d'aller là. Bon, petite facilité scénaristique, c'est pas très grave. Et du coup, c'est stylé. Et on comprend la phrase d'Aelena, la fille de Alicent, qui dit « Ouais, la bête est sous le plancher ». Elle nous répète ça depuis 2 épisodes. D'ailleurs, petite parenthèse, Aelena, d'ailleurs, dans cet épisode aussi,
qui dit au moment où Alicent arrive qu'elle dit un truc à sa servante, ils veulent toujours ce qu'ils ne doivent pas avoir, etc. Forcément en référence à ce qui va se passer pour prendre la place de Viserys. D'ailleurs, elle a tellement de petites phrases comme ça qui sortent de nulle part, mais j'ai pas l'impression que ça impacte son cerveau pour donner des conseils aux gens, de toute façon personne va l'écouter. Mais bref, du coup, Rhaenys avec son dragon, elle éclate tout. Là, la scène, elle est incroyable. Elle arrive dessous le plancher, comme le prédisait Helaena. Et là, ça vole dans tous les sens. Il y a une perte de population d'au moins 10% à Port-Réal, je pense. Et par contre, un truc que je regrette, c'est qu'elle aurait pu mettre un terme à toute cette histoire, quoi. Elle est là avec son dragon, face à Alicent, face à Aegon, Aemond, Otto. Un petit Dracarys et ça réglait tous les problèmes parce que là on va se taper des années de guerre là. Là Daemon Rhaenyra versus les Verts, ça va être de la merde là. Un petit Dracarys ça aurait bien arrangé les choses. Après on sent bien que les paroles de Alicent résonnent encore dans la tête de Rhaenys, comme les paroles de Rhaenys je pense ont eu un impact sur Alicent. Alicent elle montre son amour pour son fils qui est devenu roi en se mettant devant lui pour le protéger. Mais malgré tout, Rhaenys ne fait pas de Dracarys. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Bon, c'est sûr qu'après c'était fin de la saison, Rhaenyra et Reine, fin de l'histoire, c'était réglé. Mais en tout cas la scène était stylée. On était là en train de regarder Aegon en train de se faire applaudir par la foule et là le dragon qui débarque, qui saute tout, j'étais là en mode waouh. Quand tu ressens ça en regardant une série, c'est que quand même là il se passe des choses. T'es là, tu regardes la série, tu ah ouais, tout ça. Là, franchement, c'était haut niveau. Donc, bien sûr, un épisode de haut niveau, bon, il y a 2-3 petites facilités scénaristiques, mais ça me dégoûte presque de les relever. C'est pas si grave que ça, franchement. Le truc est propre. Bon, voilà, il y a la petite action à la fin. Même sans ça, l'épisode est incroyable. T'es tenu en haleine de A à Z. L'épisode dure 55 minutes. Il passe en 20 minutes. T'as un ressenti de 20 minutes. Vraiment assez incroyable. Bah, maintenant, voilà, qu'est-ce qui nous attend pour l'épisode 10 ? Vous connaissez votre gars. Là, je vais regarder le trailer et demain, on va sortir une petite vidéo sur le trailer. On va voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, je suis assez impatient. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt pour la suite. Je vais essayer de me remettre de mes émotions. Dites-moi si vous avez autant kiffé que moi. Parce que moi, vraiment, franchement, je trouve ça vraiment incroyable. Et comme je le répète à chaque fois, hein, House of the Dragon, ils m'ont mis sur les fesses. Ils m'ont mis sur les fesses. Je pensais pas que ça allait avoir ce niveau. J'étais pas hypé de fou au début de la saison. Après la fin de GOT et tout ça, là c'est incroyable ce qui se passe. Vraiment, c'est incroyable. Bon allez les gars, je vous saoule pas plus longtemps. Moi j'ai un épisode de Walking Dead à me taper. Je suis courageux, je le sais bien. Ciao, à plus tard.